Donc nous allons parler pour cette conférence de méditation philosophique qui prend également le détail de l'apprentissage du temps. Alors nous allons également en parler, même si je vais clarifier très rapidement ce que l'on peut entendre par apprentissage du temps et sa relative capacité d'apprendre les notions de temps. Je propose d'avoir un propos qui va donner un peu de matériau à notre discussion, c'est-à-dire que dans un premier temps, je vais essayer avant tout de montrer en quoi il y a de la méditation philosophique, ce sur quoi ça part, pourquoi est-ce que l'on peut appeler ça de la méditation philosophique. Donc je vais essayer de décrire assez rigoureusement, c'est-à-dire que le propos que je vais essayer d'employer se réfère à effectivement pas mal de références, qui soient issues essentiellement de la philosophie antique ou de la philosophie plus contemporaine. Et dans un second temps, je propose qu'on fasse effectivement un échange entre nous. Mais on a besoin de ce temps un peu rigoureux sur ce que l'on peut entendre par méditation, par philosophie, évidemment pour pouvoir avoir tous ensemble le même matériau de départ de la discussion. Je propose pour ça, après vous être entretenu sur la méditation philosophique, de parler de la méditation philosophique comme un exercice spirituel, puis de parler de la préméditation philosophique. Dans une troisième partie, j'aborderai les techniques et méthodes de la méditation philosophique, et enfin méditer philosophiquement au quotidien en termes de conclusion. Je garde toujours ce même plan parce qu'au moins les techniques sont à la fin pour que les gens restent le plus, sinon ils ne restent pas. Donc, c'est de garder toujours les meilleurs pour la fin. La méditation philosophique et l'apprentissage du temps. Donc cette proposition de sujet n'est pas sans souligner quelques complexités qu'il nous faut effectivement d'emblée lever, comme je vous l'ai dit, pour nous plonger au cœur du problème, puisque le cœur du problème, selon nous, de la méditation philosophique est seulement et uniquement le mieux vivre et le mieux être, que nous allons définir. Car quel eût été l'autre enjeu de la philosophie depuis sa création, si ce n'est évidemment celui-là qui est le mieux vivre et le mieux être. Néanmoins, et c'est bien là la plus grosse difficulté, si la méditation philosophique est bien synonyme de mieux-être, nous allons voir pourquoi, de mieux vivre, est-ce que c'est le cas du temps, de l'apprentissage du temps? Est-ce que le temps est-il donné ou est-ce qu'il est subi? Peut-on ainsi, que le titre de la conférence suggère, apprendre le temps ou l'apprivoiser? Notre réponse sera simple, en espérant qu'elle ne soit pas trop simpliste sur le sujet. Cela va dépendre évidemment de ce que l'on met dans le temps. Le temps nous est donné, qu'est-ce que l'on met à l'intérieur de ce temps? Celui-ci ensuite pourra être abordé de façon plus ou moins positive. À moins que les dernières découvertes scientifiques nous montrent quelque chose de différent en la matière, a priori nous ne pouvons pas voyager dans le temps, il est donné, c'est quelque chose qui est intemporel, sur lequel on a des conditions tous, et chacun jouit de la même égalité de la notion du temps. Et c'est pourquoi nous allons focaliser notre propos sur la question de la méditation philosophique qui, elle, au contraire, va nous dire ce que l'on peut mettre dans le temps. C'est-à-dire qu'on a du temps, le temps pour nous est un donné. Ce donné-là, on va essayer de le mettre en perspective avec notre vie, et dans cette vie-là, qu'est-ce que l'on fait dedans? Et donc le terme méditation lui-même prend sa source dans le terme grec mélété, qui signifie s'exercer. Donc on va s'exercer avec la méditation. Le terme philosophie, vous le savez, quant à lui vient de philosophia, qui est amour de la sagesse, voie vers la sagesse. Et donc la méditation philosophique, lorsque l'on met en perspective les deux termes, ce qui m'intéressait de faire dans mes travaux, c'est tout simplement s'exercer à aimer la sagesse. Pourquoi je me suis arrêté à ça, exercer à aimer la sagesse? C'est que l'on voit la notion des philosophes dans l'Antiquité qui vont s'exercer toujours en permanence. On va être vers la voie vers la sagesse. L'idée n'est pas forcément de l'atteindre d'ailleurs. Donc méditation philosophique va nous permettre étymologiquement de regarder cette notion-là, s'exercer à la philosophie, s'exercer à la sagesse. Et à travers le travail philosophique, dès lors, chacun d'entre nous a cette possibilité, opportunité de s'exercer à la sagesse. Si l'on entend évidemment par travail philosophique, celui qui était en vigueur, je l'ai dit tout à l'heure, dans toute la période hellénistique. En effet, la philosophie antique est avant tout une manière de vivre, d'être, de se comporter, quelle que soit l'école à laquelle les philosophes et les individus vont appartenir, aussi bien chez les stoïciens, chez les épicuriens que chez les cyniques, qui vont pratiquer la philosophie uniquement dans l'objectif d'atteindre une certaine sagesse. Cette sagesse s'acquiert par ce que l'on appelle la pratique des exercices spirituels, ainsi que l'a souligné Pierre Hadot. Les exercices sont donc la mise en œuvre pratique de techniques dont le but est d'effectuer une transformation profonde du moi. Parmi ces exercices spirituels, évidemment, la méditation recouvre une place considérable, et on peut même avancer qu'il n'y a pas d'exercice spirituel sans méditation.
Il est important de préciser que la méditation philosophique est étrangère au sens actuel, commun, de ce que l'on entend par méditation. On passe, en venant jusqu'à vous, dans les travées du salon, il y a autant de stands que de définitions de la méditation. C'est pour ça que j'essaye de bien cadrer le propos et de bien dire qu'on est en dehors de ces conditions-là, puisque je l'ancre évidemment dans l'étymologie grecque, d'une part, et on s'écarte complètement des accents religieux de la méditation, bouddhiste en particulier. Il s'agit donc dans la méditation philosophique de se plonger dans une pensée, nous allons voir en détail, de la projeter, de la vivre, de se persuader de son existence, de croire que cette pensée est aussi réelle que possible. Il faudra donc la répéter sans cesse pour en toucher le sens, pour en être véritablement habité. La méditer est donc un moment d'exercice, d'un entraînement, d'une répétition en permanence. Méditer sera ainsi se mettre dans des situations qui ont lieu ou qui peuvent avoir lieu pour mieux les vivre. Il y a donc, si vous voulez, dans la méditation philosophique, une sorte d'écrasement du temps, puisqu'il est considéré comme un donné. C'est ce donné qu'il faut envisager le plus possible pour le vivre le mieux possible. La méditation philosophique est ainsi intimement liée à la notion d'exercice spirituel. Elle est en fait un des outils d'exercice spirituel, ça permet la mise en œuvre de ce que l'on veut voir chez soi. L'exercice spirituel permet amélioration, transformation, modification de soi, dans le but de mieux vivre. C'est aussi l'objectif de prendre soin de soi. Le terme grec, c'est l'epimeleia eotou, qui engage notre pensée, notre réflexion, avant tout vers soi. C'est une volonté de s'apprécier soi-même en se connaissant, se critiquant, s'améliorant pour finalement arriver à cette transformation. Les exercices spirituels sont-ils dans ces cas-là un outil de la méditation? Dans la lignée de Pierre Hadot, mais également de Michel Foucault, nous formulons que toute la philosophie de l'époque hellénistique est exercice spirituel. Plus exactement, elle peut être considérée comme une manière de vivre. C'est l'objet même des exercices spirituels. La philosophie se présente comme une liberté intérieure où le moi ne dépend que de lui-même. L'exercice spirituel est une pratique volontaire, personnelle, destinée à opérer une transformation de l'individu, une transformation de soi. C'est les anciens, les philosophes anciens qui nous montrent la voie. Loin d'être de simples théories, les exercices spirituels recouvrent une dimension résolument pratique. Ils se mettent en œuvre. Selon les écoles, les philosophes, les époques, les exercices spirituels s'élaborent de différentes façons, et c'est ce que je voudrais ici vous montrer. En commençant d'abord par l'école stoïcienne. Zénon, Antipater, surtout les plus connus, sont Sénèque, sont Épictète, sont l'empereur Marc Aurèle. Je résume ici leur pensée. Les stoïciens développent plusieurs propositions que les disciples et élèves de l'école doivent suivre, se remémorer sans cesse. C'est bien toute la pratique que je vous ai développée sur la question de l'exercice et de répéter systématiquement. Ainsi, l'individu, selon les stoïciens, doit apprendre à maîtriser les passions qui sont nuisibles à son âme. Il faut accepter tout ce qui arrive, comme conforme à un ordre universel. Cet ordre, c'est la nature. Et il s'agit d'accepter tout ce qui arrive, tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut advenir conformément à cet ordre de la nature. C'est à ce titre que le temps n'a pas de sens pour eux. Avoir chaque jour la mort devant les yeux pour l'apprivoiser, ne pas la craindre et se rappeler que nous allons mourir. En conséquence, la crainte de la mort pour les stoïciens disparaît, car en l'ayant si fréquemment près de nous, il est possible de l'apprivoiser et ainsi de ne pas en avoir peur. Certaines choses dépendent de nous et d'autres n'en dépendent pas. Proposition peut-être la plus célèbre parmi les stoïciens, qui est le fondement même de l'école. Elle se retrouve chez Épictète, qui dans son manuel, je le cite, « Ne cherche pas à ce que les événements soient comme tu veux, mais veuille que les événements soient comme ils sont, et tu seras dans la sérénité. » Une dernière proposition stoïcienne que l'on peut noter, ce sont celles notamment de Marc Aurèle, qui annonce clairement, dès l'aurore, « Dis-toi à l'avance que tu rencontreras un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un égoïste. » En anticipant cette rencontre, Marc Aurèle, on va le voir, est déjà dans une posture méditative permettant de vivre mieux. Il anticipe cette rencontre pour ce qui se passera ensuite, nous n'en soyons ni surpris ni déçus. La deuxième école dont je vous ai parlé sont les épicuriens. L'école épicurienne énonce plusieurs propositions donc pour vivre une vie meilleure, et l'une des plus fondamentales est que la vie est fondée sur l'évitement des déplaisirs, l'ataraxie. Quel que soit le temps, le moment de la vie, il s'agit en permanence de viser le déplaisir. Épicure recommande, et donc pas le plaisir, contrairement à ce qu'il est compris parfois d'Épicure, bien loin de l'expression commune. Épicure recommande de se restreindre, de manger un peu de pain, un peu d'eau, donc tous les restaurants marqués chez Épicure, méfiez-vous. Le plaisir pour Épicure est pour lui facile à obtenir justement parce qu'il y a peu de besoins.
L'ataraxie, c'est en permanence savoir éviter ce qui peut advenir comme difficulté. Il est par exemple important de ne pas avoir d'enfants si on ne veut pas craindre de souffrir de leurs caprices, de leurs besoins, de leur éventuelle disparition. Éviter le déplaisir, c'est l'exemple de se garder, évidemment, de se marier, si on ne se croit pas capable de supporter la vie à deux. Pour Épicure, la philosophie est définitivement et complètement une thérapie destinée à soigner l'âme de l'homme. Épicure souligne la nécessité de philosopher dans un but thérapeutique, comme solution pour soigner l'âme et l'esprit. Pour cela, il s'agit, dit-il, de ne pas feindre de philosopher, mais de réellement philosopher. C'est important parce qu'on retrouve ici également les notions d'exercice que l'on a vues. C'est-à-dire donc vivre la philosophie, vivre en philosophe, et pour ça, Épicure propose de se conformer à deux propositions, qui est, pour la première, il ne faut subvenir qu'aux désirs naturels et nécessaires pour vivre, manger et boire. Également, cela s'oppose aux désirs naturels et non nécessaires. Pour lui, l'acte sexuel est un acte naturel mais non nécessaire. Et enfin, les désirs non naturels et non nécessaires, comme la gloire, le pouvoir et la richesse. La deuxième proposition d'Épicure, c'est ce qu'on appelle le quadruple remède, le tétrapharmakos. Il expose 4 principes. Le premier, les dieux ne sont pas à craindre. Si les dieux ont une existence, elle n'est pas en ce monde. Ils sont dans des intermondes, des dieux inaccessibles, immatériels, donc nous n'en avons pas à les craindre. Deuxième aspect, toujours pour Épicure, se rappeler que la mort n'est rien. La mort n'est rien puisqu'elle nous est complètement extérieure. Elle n'est pas là tant que nous sommes en vie et lorsque nous sommes morts, elle n'existe plus. Vous voyez là encore comment l'apprentissage du temps se fait par son acception naturelle. Troisième principe pour le quadruple remède, le fait que le plaisir est facile à obtenir. Et ça constitue le troisième pilier du quadruple remède. On cherche à ne satisfaire que les besoins naturels et nécessaires. Dans ce cas-là, forcément, le plaisir est facile à obtenir. Enfin, dernier élément, la douleur est facile à supporter. Ce dernier moment du tétrapharmakos d'Épicure souligne simplement que la douleur est toujours ou bien supportable parce qu'elle est toujours éphémère. Elle est terrible, alors on finit par succomber, ou bien la douleur finit par disparaître, et encore une fois, le temps fait son œuvre. La dernière école que je voudrais vous citer, c'est celle évidemment du cynisme. Pour le cynisme, il s'agit de se suffire à soi-même. Pour les cyniques, les plaisirs comme les passions sont trompeurs, nuisibles, éphémères. Il s'agit donc de s'en méfier, tout comme la fortune, tout comme le pouvoir et la propriété, qui sont des éléments à manier avec prudence pour s'assurer une vie limitant les soucis. Ce qu'il faut viser, c'est l'apathie et non le bonheur. L'apathie réside dans la volonté de se retrouver dans un état suffisamment serein pour affronter tous les aléas de la vie, les obstacles du quotidien sans éprouver de souffrance. Pour atteindre l'apathie, les cyniques invitent à se confronter à 2 ordres. Le premier, le monde animal, et le second, le monde divin. Les dieux n'ont pas de besoin. Il faut donc copier cette attitude. Même chose pour les animaux. Les besoins des animaux sont très restreints et donc doivent être une source d'inspiration pour les cyniques. Se suffire de peu, c'est se suffire à soi-même, soulignent les cyniques. Et c'est le gage d'une grande liberté et d'indépendance. N'est riche que celui qui se suffit à lui-même, nous dit Diogène. L'homme est attiré forcément par l'envie, la possession, le pouvoir. Cependant, il est également conscient que l'homme possède une raison. Donc Diogène prend la situation et dit voilà, les hommes ont ça, veulent ça, mais en même temps il y a la raison. Et c'est la raison qui doit dicter l'homme. Il est de devoir de l'homme d'user de celle-ci, de sa raison, pour combattre les passions. Les passions, les plaisirs sont à combattre, car ils sont comme un puits sans fond. Il est illusoire de chercher à les assouvir, d'autres surviennent toujours et encore. Donc, c'est bien la recherche du plaisir qu'il faut combattre, et non son assouvissement pour les cyniques. Vous voyez, c'est important de poser ces 3 écoles-là, et ces 3 écoles, comment maintenant celles-ci vont nous aider à se dire, on va chercher à les utiliser pour les méditer. Parce qu'a priori, dans ce parcours-là, des 3 écoles que j'ai fait rapidement, il n'y a aucune fois été question de méditation. Et pourtant, elle est constante, elle est permanente, la méditation ici. Puisque l'exercice spirituel, ce que l'on vient de décrire ici, ne peuvent pas émerger sans méditation. Elles sont même les clés de l'exercice spirituel. Et le contraire n'est pas vrai. Il peut y avoir de la méditation sans exercice spirituel. Toute la pratique religieuse, bouddhiste, chrétienne, musulmane, par exemple, parmi tant d'autres, use abondamment de la méditation en permanence, sans pour autant faire une mise en œuvre d'exercices spirituels. La méditation est en fait l'outil de la mise en œuvre des exercices spirituels. Le philosophe doit se concentrer, se préparer, méditer sur ce qu'il souhaite travailler comme exercice. La méditation est non seulement le point de passage,
mais donc le point d'ancrage entre la théorie des exercices spirituels que l'on vient d'aborder et également la pratique dans la mise en œuvre. Sans ce passage, la philosophie risquait plutôt dans l'Antiquité, risquerait aujourd'hui, de rester superficielle, discursive, théorique. Donc l'enjeu de la méditation, vous comprenez, c'est de faire entrer ce que l'on appelle et ce que l'on veut, ce que l'on souhaite être en tant qu'individu, dans la phase du faire-être. C'est le passage de la volonté à l'action. C'est le moment où la philosophie n'est plus simplement une pensée, elle devient une réalité, elle devient une pensée en acte. Deux voies pour la mise en méditation. La première voie, c'est la mise en pensée des théories en vue d'un passage à l'acte. Ce qu'il faut entendre ici, c'est ce que l'on appelle la réflexion préalable à l'action. Il s'agit à l'occasion, on l'a vu avec Marc Aurèle par exemple, à l'occasion d'actes connus qu'il faut réaliser ou de potentielles actions à mener, d'anticiper son comportement à venir en fonction de la façon dont nous voulons qu'il soit. Autrement dit, la méditation précède l'action. Une action qui peut avoir lieu dans les prochaines minutes comme dans les prochaines heures, dans les prochains jours, les prochaines semaines. La question méditative est donc la suivante. Comment est-ce que je veux me comporter face à l'action qui va arriver? En permanence, nous prenons des décisions, simples, complexes, engageantes ou légères. En permanence, nous nous mouvons dans des relations sociales, dans des échanges, des conversations. La plupart du temps, cela se déroule bien. Néanmoins, une partie non négligeable de nos échanges avec les autres constitue également des difficultés, des conflits qui peuvent émerger dans les discussions les uns les autres. Il est parfois possible d'anticiper ces conflits, parfois non. Ce que la méditation préalable permet, c'est d'anticiper notre comportement, afin de ne pas laisser s'entraîner dans un conflit que nous ne souhaitons pas, ou nous ne voulons pas être atteints par le conflit qui se laisse jouer, parce que nous ne contrôlons plus. Très concrètement, en tant que salarié d'une entreprise, lorsqu'une augmentation n'est pas accordée, faut-il s'énerver? Faut-il en vouloir à son supérieur? Faut-il critiquer l'entreprise? Faut-il dénoncer l'injustice? Faut-il générer un conflit, etc., etc. Évidemment, chacun peut préparer spontanément du mieux possible son dossier en montrant les faits, en montrant les objectifs atteints, les bons résultats, etc. Il peut comparer les résultats avec ses collègues, les rémunérations moyennes, démissionner, souligner une démotivation. Le fait est que ça ne dépend pas de lui. Et c'est ce que nous enseigne notamment l'exercice spirituel. Ça ne dépend pas de moi forcément. Alors pourquoi souffrir en plus de l'énervement? De quoi ai-je besoin pour vivre? Est-ce que j'ai besoin de plus? Que serait le plus? Est-ce que l'augmentation va réellement me procurer un bonheur supplémentaire, un plaisir durable, ou au contraire un plaisir éphémère qui ne sera finalement qu'un palier pour accéder à autre chose? Obtenir une augmentation ne risque-t-elle pas tout simplement de me générer d'autres ennuis? Plus d'exigences de la part du chef? Travailler encore plus? Une pression accrue? À quoi servirait finalement cette augmentation? Est-ce que les effets et les causes sont bien mesurés? Cette deuxième série de questions relève profondément de la méditation philosophique préalable à l'action. On va simplement s'interroger sur les conséquences de notre action à venir. Évidemment, c'est un exemple que je prends sur une situation d'ordre professionnel, mais qui peut évidemment advenir dans n'importe quelle autre situation, on va le voir. La question qui se pose, c'est si chacun d'entre nous, avant d'accomplir une action, peut s'interroger sur les conséquences que peut avoir le dialogue, l'échange, l'environnement qu'il peut produire à l'occasion de la transformation, alors on peut se poser des questions sur la transformation qu'il peut y avoir dans l'ensemble des environnements et dans l'ensemble des échanges entre les individus. On peut prendre l'exemple des créateurs de produits financiers. Se posent-ils la question, se sont-ils posé la question, est-ce que ça va générer telle ou telle situation? Est-ce que je prends vraiment soin des autres tout en prenant soin de moi ici? La deuxième voie de la méditation, c'est la mise en perspective d'actes réalisés. Vous vous souvenez, la première, on est bien dans l'acte qui va arriver et je me prépare à ça. La deuxième, c'est la mise en perspective d'actes réalisés. La méditation n'est pas ici préalable, mais elle est a posteriori. Il s'agit donc d'une réflexion qui porte sur l'action qui s'est passée, qui s'est déroulée, sur l'expérience passée, sur laquelle il s'agit de revenir, pour analyser justement ce qui s'est joué à ces moments-là, d'apprendre pour une fois prochaine. Il ne s'agit pas du tout d'une recherche de performance, ni de calcul, ni de stratégie. C'est uniquement dans un souci de mieux-être, de mieux vivre des situations, les obstacles, les difficultés telles qu'elles peuvent se présenter à nous. L'acte méditatif a posteriori va chercher la chronologie des événements passés, repenser l'attitude, les réflexes que nous avons eus, en quoi il y a eu par exemple de l'énervement, en quoi il y a eu de la maîtrise de soi, dans quoi il y a eu du dénigrement des autres et de soi, y a-t-il eu une mauvaise communication, un mauvais échange? Tous ces éléments n'ont qu'un seul objectif, analyser les conséquences que cela peut avoir sur le moi profond, sur ma conscience, sur mon esprit, sur mon âme. Le véritable enjeu, c'est de faire en sorte que les difficultés du débat, de l'échange, qui se soient déroulées, soient enfin
et après pondérée, relativisée par la méditation, et finalement ne nous affecte pas. L'engagement que l'on donne dans l'action, que l'on vit intensément dans chaque situation, est repensé alors à l'occasion de la méditation. Il s'agit de repousser l'engagement aveuglant pour au contraire se défaire de l'action, réussir à prendre du recul sur ce qui nous brouille, pour avoir une vision plus claire et plus sereine de ce qui s'est joué. La pensée dans l'action est très complexe. Nous nous énervons forcément, nous perdons notre maîtrise, parfois nous crions, nous ne faisons plus face finalement à ce qui se passe réellement, et nous sommes alors ce que l'on peut appeler comme écrasés par ce qui vient de se passer. Aussi futile que ça puisse être, se poser, réfléchir, méditer, interroger, questionner, s'isoler, une fois l'action passée, va permettre de revenir enfin à soi et de comprendre un ordre universel, l'ordre universel, c'est-à-dire l'importance, la relativité entre ces différentes situations qui se sont jouées. Certes, la méditation ne fait pas revenir, ne répare pas la voiture cassée, ne fait pas raisonner l'enfant, ne rend pas votre collègue plus sympathique, n'empêche que la colère et l'énervement non plus. La méditation cherche un retour paisible sur soi, un mieux vivre par la puissance de l'interrogation sur ce qu'il y a d'important pour soi, d'une part, et sur ce que nous avons prise, d'autre part. L'enjeu fondamental est de ne pas rester enfermé dans le présent de l'action. Que ce soit dans la méditation préalable ou dans la méditation a posteriori, ce qui est visé, c'est une modification du comportement, à l'endroit des actions que nous accomplissons tous. C'est une modification directe, avant l'action ou juste après. C'est aussi une modification indirecte, ce qui signifie qu'au fur et à mesure des méditations, l'individu devient naturellement prêt à certaines réactions. Il devient disposé à accepter telle ou telle situation habituellement angoissante. C'est en quelque sorte l'acquisition d'un réflexe qui se met en place dans son comportement. À force de s'entraîner, de moins s'énerver pour une situation donnée, nous finissons pour ne plus jamais l'être lorsque la situation se présente. Il y a ce que l'on appelle un apprentissage de soi. On commence à se connaître, on commence à travailler sur soi, à apprendre de soi pour mieux gérer les situations. Et vous voyez finalement que ce que l'on cherche à appréhender dans le temps, avec le temps dans ces formes méditatives, c'est que certes le temps nous le subissons, mais dans le même temps nous cherchons à ce que ce temps qui va venir ou ce temps qui est passé soit vécu du mieux possible. Épictète nous dit la chose suivante. Philosopher, qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas s'être préparé à tous les événements? La préméditation philosophique s'arrête particulièrement sur la préparation des mots. Des mots émaümiques, bien sûr, qui peuvent advenir et qui peuvent évidemment nous cristalliser, nous empêcher de bien vivre, comme celui bien connu des philosophes qui est celui de la mort. Montaigne, de son côté, lance « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». La mort est l'un des thèmes les plus fondamentaux de la réflexion philosophique depuis ses origines. Cette célèbre citation de Montaigne vient de Socrate, également, qui, dans le Phédon, annonce que les vrais philosophes sont ceux qui s'exercent à mourir, et qu'ils sont, de tous les hommes, ceux qui ont le moins peur de la mort. Toute une lignée de philosophes considérera que la mort doit être omniprésente dans les pensées, les méditations, car seule la pensée de la mort permettra un apprivoisement de celle-ci, et ainsi elle deviendra moins redoutée. Cette position n'est toutefois pas évidemment une généralité. Un bon nombre de philosophes estiment au contraire que la mort étant inéluctable, il n'y a ni à s'en soucier ni à la méditer. C'est ce que suggère Spinoza. Le philosophe ne pense à aucune chose moins qu'à la mort. Et sa philosophie est une méditation de la vie et non de la mort. Épicure et l'école cynique tenaient déjà des propos similaires dans l'Antiquité. En conséquence, la question reste posée. Faut-il ou non méditer la mort? Est-ce que cela apprend à moins la craindre ou au contraire, une focalisation de la mort ne fera qu'accentuer sa peur? Faut-il passer du temps, de l'énergie, de la concentration, ce qui immanquablement arrivera? Le temps, évidemment, ne peut pas nous permettre de rentrer dans toutes les réponses de ces questions. Toutefois, je voudrais juste aborder deux axes qui nous permettent de répondre à ça. Le premier axe, plus large que la question de la mort, c'est bien la préméditation des mots. Car à l'évidence, il n'y a pas que la mort à redouter. La maladie, la rupture, l'échec sont des difficultés que tout un chacun redoute. Il faut donc considérer la préméditation des mots comme un outil, comme une technique ou comme un manuel que l'on a sur soi, que l'on doit utiliser pour se prémunir. Autrement dit, prévoir les mots à venir permet d'être moins sous le choc, si l'on peut dire, car celui-ci avait été anticipé. Sénèque le dit très clairement, « L'inattendu accable davantage et leur étrangeté augmente le poids des infortunes. Il n'est pas de mortel chez qui la surprise même n'ajoute au chagrin. » Le second axe est que la pensée de la mort n'est pas une voie pour mieux vivre. Autrement dit, la méditation de la mort ne serait pas une clé pour un vivre mieux, un vivre sans crainte. Il ne serait pas question d'y songer puisqu'elle est inéluctable.
c'est Spinoza, mais aussi les épicuriens, la mort nous est totalement inconnue et le restera, comme je vous l'ai dit dans la première partie, y compris après notre mort. Par une forme de jeu de rhétorique, Épicure précise que la mort n'existe pas à l'évidence, elle n'est pas là quand nous sommes morts et elle n'existe plus quand nous sommes déjà morts. Certes, nous pouvons en parler, nous pouvons spéculer sur la mort, mais n'empêche qu'elle n'existe pas aujourd'hui, donc pourquoi en parler? C'est l'autre voie. Si les pensées des stoïciens, épicuriens et cyniques divergent face à la mort, est-ce qu'il faut y penser tout le temps, ou au contraire, il faut s'écarter de cette pensée? Tous cependant admettent qu'elle permet de prendre une hauteur de vue sur la vie, les choses, les moments importants, ceux qui le sont moins. Cela permet de relativiser cette peur que l'on a du dernier instant, et donc en même temps de souligner l'importance du carpe diem, de vivre pleinement l'instant présent, car c'est bien ici que l'apprentissage du temps se fait, savoir accorder sa vie dans le temps qui passe. C'est pourquoi la méditation de la mort permet de s'interroger sur soi, de se regarder, d'observer sa vie en cours, celle que nous sommes en train de mener, du temps que l'on est en train de vivre. S'interroger sur cette période, que se passerait-il si je disparaissais maintenant? De quoi aurais-je suffisamment profité? Quel regret et quel remords? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que je pourrais mourir sereinement ou au contraire, me contrarierais-je si je devais me retrouver face à la porte de la mort? Il y a une épreuve de soi sur la vie que l'on est en train de mener grâce à la pensée de la mort. Ces deux différentes parties nous amènent donc sur les techniques et méthodes de la méditation philosophique, qui constitue notre dernière partie. Commencer à méditer philosophiquement, évidemment, n'est pas une simple déclaration d'intention. Vous l'avez vu dans la première partie des exercices spirituels, dans lequel il y a une certaine rigueur à obtenir, une certaine pensée à rechercher en permanence. La méditation philosophique, c'est une volonté de construire notre comportement, nos attitudes, notre transformation. Et donc, pour cela, plusieurs axes sont possibles. Le premier axe, c'est faire le bilan de soi, pratiquer le retour sur soi. Je l'ai dit, la méditation, c'est l'exercice d'appropriation d'une pensée. L'appropriation se fait sur la préméditation des mots, ce qu'on a vu ensuite, sur la volonté de se changer, de se transformer. Toutefois, s'approprier une pensée nécessite préalablement d'être certain de l'état dans lequel on se trouve, pour pouvoir évoluer à bon escient. Autrement dit, je veux bien méditer et travailler sur des exercices spirituels, il s'agit néanmoins de savoir d'où je pars. Il importe donc, avant de méditer philosophiquement à une amélioration de soi, de faire le bilan de soi, de savoir se connaître. Évidemment, qui fait écho à ce que l'on disait tout à l'heure de Socrate, avec son « connais-toi toi-même ». Le bilan peut se faire à deux niveaux. Le premier niveau, qui suis-je? Comment suis-je? Pourquoi je suis? On s'interroge alors sur notre façon d'être, sur nos habitudes, nos réflexes, nos attitudes. C'est tout le comportement que l'on questionne et sur lequel on cherche à obtenir un avis aussi juste et neutre que possible. L'idée de se connaître soi-même est forcément biaisée, parce que nous sommes à la fois juges et partis. Néanmoins, être juge de soi et comprendre que l'on cherche à être juge de soi, c'est exactement cette question-là. Essayer d'avoir une forme d'honnêteté envers soi-même. Une première conversation avec soi, on va voir quelles sont les techniques juste après. Le second niveau, pour faire le retour sur soi, le bilan de soi, c'est ce que l'on va appeler un bilan ontologique de soi. C'est celui d'être en tant qu'être. La proposition est de mesurer, à l'occasion de la méditation, l'individu face au cosmos. Cela implique une méditation de la place de l'homme au sein de son univers. Quelle est la place dans le temps? Quel est son rôle? Quel est son bilan en tant qu'animal vivant confronté à la planète sur laquelle il vit? Son impact sur l'environnement? Son rôle dans la société qu'il construit? Son attitude vis-à-vis des autres êtres vivants, les animaux, les plantes, les arbres. Tout un ensemble qui va donc différencier la première forme de méditation qui va être sur moi, comment je suis, qui je suis et comment j'évolue. La deuxième, comment en tant qu'individu, moi-même, je peux évoluer. Ce niveau du bilan de soi nous fait décoller de notre propre souci personnel. Cela nous fait remarquer que nous sommes en tant qu'espèce ce que nous apportons dans un certain milieu et ce milieu également nous apporte. Si le comment méditer va idéalement viser une méditation permanente, il est à l'évidence possible qu'après de longues années forcément d'entraînement et de pratique. Il n'empêche que la méditation philosophique peut être appliquée ici et maintenant, surtout pour de courtes périodes, au cours d'une journée, en permanence. Aucune posture évidemment n'est requise, sinon toute. Aucun lieu n'est forcément recommandé, sinon tous. Aucun moment n'est également recommandé, sinon tous. Moment, situation, lieu, posture, c'est en permanence que la situation et la méditation philosophique a lieu, tout comme les philosophes anciens philosophaient en permanence. Dès lors, évidemment, que l'on respecte les propositions philosophiques, que l'on soit conforme aux règles qui ont été celles de nos maîtres.
La méditation philosophique a alors cette facilité de pouvoir être pratiquée quand on veut, comme on veut, avec rien, si ce n'est nos propres pensées. Le philosophe américain Thoreau considérait que la méditation était préférable le matin, que l'aube et l'éveil permettaient de s'atteler bien plus à la réflexion. Épicure, de son côté, dit que ce qui est primordial, c'est de méditer jour et nuit. C'est donc en permanence qu'il faut faire ça. Néanmoins, si un moment est à privilégier selon lui, c'est le soir, car pour lui, c'est le moment où il y a un apaisement de l'âme. Plus intéressant, pour la partie être juge de soi, c'est faire une méditation matin et faire une méditation également le soir. C'est ce que nous propose Sénèque, car cela permet de prendre envers soi la posture de juge, d'établir un inventaire juste de soi, en appréciant le parcours réalisé pendant la journée. Il est alors possible d'avoir un jugement objectif sur notre capacité à avoir suivi nos méditations de l'aube. Différentes activités, exercices spirituels sont à notre disposition. Ici, j'en citerai quelques-unes: écriture, lecture, marche ou encore dialogue. L'écriture, par exemple, qui est la forme la plus célèbre de la méditation et des exercices spirituels, Michel Foucault les a nommés sous le terme d'hypoménata. Ceci pouvait prendre tout simplement quelques formes d'un petit carnet que l'on garde sur soi. L'objectif était de noter les réflexions que l'on pouvait avoir sur tel ou tel événement, sur des pensées qui nous venaient à l'esprit. C'est aussi le moyen de noter des citations, des phrases, des pensées par les maîtres que l'on voulait retenir, mais aussi de noter ses rêves. Il était également reproduit des extraits d'ouvrages, importants à savoir, à connaître. L'objectif est alors, à travers ce petit carnet, de constituer un véritable corps de doctrine, un corpus, sur la façon d'être, de se comporter, l'attitude à adopter, telle ou telle situation, comment je m'en sors, comment le petit carnet sur lequel j'ai pu noter ça va pouvoir m'aider à vivre ça. C'est donc un guide de conduite que l'on se constitue soi-même. Faire de ce guide un maître de sa propre vie, auquel on va régulièrement se référer. Une autre forme d'écriture est la correspondance. Dans la correspondance avec autrui, les impacts sont autrement multiples. Chez celui qui envoie, que dois-je écrire? Ce que je pense vraiment? Comment je veux être perçu? Est-ce la vérité? Est-ce objectif ce que j'écris? Est-ce que l'écriture est l'occasion de confession ou au contraire de la promulgation de conseils? En m'adressant à autrui, est-ce que je m'adresse réellement à autrui, au destinataire du courrier, ou finalement à moi-même? La correspondance est importante également pour la philosophie antique, notamment chez Épicure, dans une lettre comme celle de la lettre à Pythoclès, où le maître s'adresse à son disciple Pythoclès et lui dispense des conseils, des améliorations pour la mémoire, pour la méditation. Si l'écriture est importante, la lecture ne l'est pas moins. La lecture est une méthode de méditation, ce n'est bien entendu pas le fait de connaître un ouvrage, un article, une œuvre qui engage et rend possible la méditation philosophique. Ce qui nous importe, ce sont les effets de la lecture. Les effets de la lecture sur ce que l'on ressent, les effets sur soi, ce que cela peut signifier, et non forcément ce que l'auteur a voulu dire. Le texte, à travers la lecture, est utilisé comme un matériau. Le texte devient un outil. Et peu importe l'ensemble du texte, peu importe sa globalité, ce qui importe, c'est le sens que ça peut avoir pour nous. Ce qui va être important, c'est donc l'impact des mots sur notre esprit, sur l'engagement dans la réflexion. Enfin, un dernier type d'exercice qui est la méditation promenade, qui parmi les méditations antiques, parmi les anciens, sont les plus surprenantes et à la fois les plus naturelles, les plus spontanées. Surprenante puisque la méditation est souvent entendue comme immobile, comme calme, comme isolement. D'autre part, il est vrai que la méditation associée à la promenade est quelque chose qui ne nous semble pas totalement décalé. Nous avons tous expérimenté de longs moments de promenade, seuls ou à deux, et laissent porter la réflexion à une forme de méditation solitaire ou à l'occasion d'un échange soutenu à deux. Ce dont se rendaient compte les philosophes praticiens de la méditation promenade, notamment Épictète, c'est qu'en marchant, en effectuant cette activité physique de faible intensité, émerge naturellement une réflexion méditative. La mise en fonction des muscles, mais aussi la confrontation à un environnement dynamique, en mouvement, sont un stimulus pour l'esprit, tant dans la multiplicité des pensées que dans leur profondeur. Épictète aborde donc ces méditations promenades dans ses entretiens, et pour lui, ces méditations sont très spécifiques lorsque l'on veut méditer sur des individus ou lorsque l'on veut s'examiner soi-même. Autre individu, Nietzsche, un grand marcheur, il déclarait que cette activité permettait de faire émerger la pensée. Il recommandait de ne pas être assis, de ne pas rester immobile. Je le cite, « Rester assis le moins possible, n'accordez foi à aucune pensée qui ne soit née en plein air et en prenant libre du mouvement. » En conclusion, si la philosophie est une voie vers la sagesse, le premier moyen d'y accéder est certainement la méditation. La méditation, non pas du temps, vous l'aurez compris, mais dans le temps.
La méditation philosophique, c'est d'abord une volonté de se transformer, un désir de s'améliorer, une motivation d'évoluer. C'est parce que l'on a des difficultés à absorber les obstacles de la vie que l'on va se tourner vers la méditation philosophique. Elle est censée nous être une véritable aide, tout comme la philosophie d'une façon générale. Jean Kelevitch soulignait effectivement qu'on pouvait vivre sans philosophie, mais qu'on vivait moins bien. C'est la même chose pour les exercices spirituels. C'est exactement la même chose également pour ce qui est de la difficulté de la vie à vivre. L'exercice spirituel, la méditation philosophique permettent d'être ce socle qui nous aide à mieux vivre dans la vie. Si toutes les écoles philosophiques dans l'Antiquité ont leurs exercices spirituels et les méditations appropriées, avec des directives spécifiques, des conseils singuliers, toutes visent un mieux-être pour les individus. Toutes interrogent la vie avec ses qualités et ses contraintes, et toutes bâtissent des propositions totalement intemporelles. Ces recommandations vieilles de plus de 2500 ans restent forcément d'une vive actualité, en dépit des évolutions des individus dans leur environnement, autant que dans leur être. Et forcément d'actualité encore et toujours de se référer à ces exercices spirituels. Le but de la méditation philosophique n'est pas de chercher une sérénité pleine et entière visant un Dieu, visant une abstraction, mais de méditer à l'occasion du temps qui passe, qui s'écoule, de méditer sur un événement douloureux ou un événement plaisant, de méditer sur une action réussie ou un échec. Pour ce faire, l'enjeu de la méditation philosophique est de travailler, de s'exercer à analyser notre passé, proche ou lointain, à préparer notre avenir, à court ou moyen terme. C'est donc s'essayer à se jouer du temps tel qu'il a été, tel qu'il peut être. Et à la fois, la méditation philosophique a pour volonté d'être dans l'instant, dans le temps présent, dans le quotidien. Et c'est le quotidien qui vient nourrir la méditation et non l'inverse. Il n'y a donc pas de temps à perdre, si l'on peut dire. Il y a urgence à méditer, à philosopher pour son propre temps, le propre temps que l'on est évidemment ici en vie. Il ne s'agit pas d'attendre d'être en vacances, d'être en retraite, d'être en week-end pour se poser la question de la méditation philosophique. Et en cela, je souhaite citer de façon un peu plus longue Sénèque dans ses lettres à Lucilius. Ce n'est point en vacances qu'il faut philosopher. Nous devons négliger toutes les autres choses pour nous appliquer à un objet pour lequel nous n'aurons jamais assez de temps. Notre vie se prolongera-t-elle de l'enfance jusqu'aux dernières limites de l'existence humaine? Il n'est aucun moment qui ne soit favorable à une étude capable d'apporter le salut. Or, beaucoup de personnes n'étudient pas au milieu de circonstances qui devraient les pousser à le faire. Quel empêchement va-t-il survenir? Cet incident ne saurait toucher l'homme qui, en n'importe quelle affaire, sait garder contentement et allégresse. Chez les imparfaits, le contentement s'interrompt, mais la joie du sage est un tissu que n'arrive à rompre aucune cause, aucun coup de la fortune. Partout et toujours, la tranquillité demeure. L'injonction de Sénèque est très claire. C'est l'importance de la rigueur dans la pratique, la régularité qu'il est nécessaire d'avoir pour philosopher correctement. C'est pourquoi il faut méditer toujours et partout. La méditation philosophique n'a de véritable effet que si nous la pratiquons en continu au quotidien. Être philosophe, ce n'est pas se cantonner à des heures ou à des lieux de philosophie, c'est une attitude permanente. La méditation est une attitude permanente envers soi-même comme envers le monde. C'est au contraire, et c'est toujours, y être pleinement. Il n'empêche que pour être pleinement au monde, il est parfois nécessaire de le quitter, de décoller pour mieux atterrir, comme nous l'avons déjà dit. Il s'agit d'une extraction du monde, d'un écrasement du monde et d'un décollage du monde, de son être, en vue d'un futur proche. Cette mise en retraite qui nous permet la méditation, qui nous permet de philosopher, c'est en ces endroits que nous prenons soin de nous-mêmes, pour revenir dans le monde tel qu'il se donne, tel qu'il est noué d'échanges avec les autres. Sans prendre soin de soi, nous sommes jetés dans un monde qui nous paraît agressif et hostile, où l'on se sent autant bousculé qu'agressé. Il ne faut pas attendre des autres, de son environnement, du monde en général pour qu'il soit là pour nous. Nous sommes là pour nous-mêmes et nous avons avant tout à veiller sur nous-mêmes. On peut citer Diogène pour ça. Quand tu te préoccupes d'un autre, alors tu commences à te négliger toi-même. Chaque tentative de méditation philosophique est un acte philosophique, menant vers une sagesse permettant un mieux vivre. Si seule la régularité, l'intensité, la fréquence, l'ascèse sont les sources de la méditation philosophique, cela passe nécessairement par des essais, des tentatives, parfois infructueuses, mais qui nourrissent la réflexion et finiront par aboutir à une méditation philosophique complète et soutenue. J'entends évidemment par continuité, en permanence, y compris dans notre travail quotidien, sans jamais penser qu'il y ait une coupure entre privé, public, entre le monde familial, le monde professionnel par exemple, etc. On est bien dans la situation d'Épictète, de Sénèque, à une méditation continue. Et la méditation doit atterrir dans ces lieux-là.
Toutes les étapes constituent un apprentissage de soi, un apprentissage qui permet de se construire dans la vie et qui nous permet, en fonction de nos vies, de nos expériences, de nous constituer dans le temps qui passe, de nous apprendre pour nous-mêmes, faire face aux obstacles de la vie, aux possibles difficultés, mais aussi permet la pondération des joies, toujours éphémères. La méditation philosophique est une voie vers cet apprentissage de soi. Elle nous permet, et c'est ce que nous avons évidemment essayé de montrer, ce que l'on appelle ici la constitution de notre existence dans le monde, dans notre environnement et en nous-mêmes. Merci beaucoup. Non, alors on peut noter que dans la méditation, enfin pas dans la méditation, mais dans les exercices spirituels, plusieurs ont essayé de travailler sur les questions de techniques respiratoires. On le voit chez Galien notamment, mais vous comprenez bien que le propos de la méditation est uniquement face à ce qui se passe dans la vie. Le propos, il n'est pas respiratoire, il n'est pas alimentaire, il ne va pas être sur la prise de recul dans un silence, quel qu'il soit. C'est ce qui est compliqué à comprendre. C'est compliqué à comprendre parce que la méditation philosophique, certes, Épicure mangeait d'une certaine façon, Galien, je l'ai dit, respirait, cherchait à respirer d'une certaine façon, mais chercher à respirer d'une certaine façon ne va pas aider à appréhender la vie et les obstacles de la vie selon les philosophes. Donc pour eux, c'est totalement étranger. Ce qui est important, c'est de savoir comment je me comporte face à la situation, pas comment je vais me mettre à respirer. Est-ce que ça peut m'aider ou pas? Très bien, sauf que ça ne va pas résoudre mon problème. La vraie question est comment toujours et en permanence je vais résoudre mes difficultés qui vont à venir. Donc la respiration ou manger d'une certaine façon ne fait pas sens pour eux. On est toujours plutôt sur une question d'appréhender et de savoir me comporter en permanence. Ça se différencie de façon très très nette de tout ce que l'on peut entendre sur la méditation, hein, que ce soit, comme j'ai dit, bouddhiste, religieuse, etc. Pierre Hadot s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a finalement c'est pas vraiment ce qu'il a dit. Pierre Hadot s'est posé la question, dans quelle mesure la philosophie est une manière de vivre dans l'Antiquité. Simplement, la manière de vivre dans l'Antiquité, ce n'est pas simplement des comportements, ce n'est pas simplement Diogène qui vit dans un tonneau, qui insulte Alexandre le Grand, ça n'est pas simplement Épicure qui fabrique son jardin, ça ne peut pas être simplement que Zénon d'Élée ou Marc Aurèle qui va écrire tout seul dans sa tente le soir. Il se dit, dans tous ces philosophes-là, il y a une question de la manière de vivre, mais quel est le but de cette manière de vivre? Le but de cette manière de vivre, c'est simplement, Pierre Hadot a brillamment montré ça, c'est se dire, je veux essayer de me transformer. Je veux essayer de me transformer à travers et grâce à des techniques. Ces techniques, Pierre Hadot les a nommées exercices spirituels, mais le terme n'existe pas. Le terme n'existe pas dans l'Antiquité. Pierre Hadot a montré, notamment chez les stoïciens, que tout ce que j'ai après nommé, hein, ma thèse est essentiellement sur les travaux de Pierre Hadot, hein, je reprends les travaux de Pierre Hadot que je prolonge dans l'espace contemporain. Donc c'est comment ne pas craindre ce qui va arriver, se conformer à la nature, comment est-ce que l'on peut vivre les questions du ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, etc. Toutes ces questions stoïciennes. Pierre Hadot dit c'est une façon de vivre et c'est une manière de vivre. Donc Pierre Hadot a en permanence essayé de regarder à travers toutes les écoles. Je me suis focalisé particulièrement sur les cyniques, les stoïciens et les épicuriens. Mais selon Pierre Hadot, Aristote, Platon également, avaient également des comportements d'exercice spirituel. Donc pour Pierre Hadot, hein, la philosophie n'est que ça. Elle n'est qu'exercice spirituel. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais, elle ne travaille pas sur des questions métaphysiques. Ou si elle travaille sur des questions métaphysiques, la philosophie antique, c'est uniquement, encore une fois, pour comprendre notre vie. Il n'y a pas de différence, pour continuer à m'expliquer, il n'y a pas de différence entre philosophie analytique comme aujourd'hui et philosophie pratique. Aujourd'hui, toute la philosophie est quasiment une philosophie analytique. C'est-à-dire qu'à l'université, que ce soit dans les
dans les ouvrages dits de référence philosophique, etc., ce ne sont uniquement que des positions et des postures de philosophes et de philosophie dites analytiques. La phénoménologie en est une, par exemple, etc. Ce que dit Hadot, c'est que cette philosophie analytique-là est née à partir du Moyen-Âge et à partir des universités. Qu'auparavant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de philosophie analytique. Il n'y avait qu'une seule sorte de philosophie, c'est la philosophie pratique. La philosophie pratique, c'est celle que j'ai décrite ici, à travers les exercices spirituels, etc. C'est la philosophie en acte. Toutefois, il ne faut pas, alors je ne vais pas m'attarder dessus, mais le passage en fait entre critique et analytique est lié au monde chrétien. En fait, les pères de l'Église ont constitué leur doctrine sur les principes stoïciens, notamment, épicuriens également, et également un peu cyniques, notamment sur leur façon de s'habiller, leur tenue vestimentaire, la façon de manger, etc. Ce que dit Pierre Hadot, c'est qu'évidemment, cette caractéristique de philosophie pratique, il ne s'agit pas de la voir comme aujourd'hui, on pourrait dire, oui, la philosophie pratique, c'est celle qu'il faut que je pratique, c'est la vraie, c'est la bonne. Non, la philosophie pratique est également tournée vers la théorie, vers le discours. Donc, il y a également à lire du texte, il y a également à travailler des textes, également à en permanence travailler. Simplement, c'est ne pas dissocier de l'un de l'autre. Et ce qu'Hadot montre, c'est qu'effectivement, on a dissocié maintenant la théorie de la pratique. Et il n'y a plus que de la théorie ou que de la discursivité, alors que dans l'Antiquité, il y avait bien les deux. Mais j'attire bien l'attention en disant qu'il ne faut pas penser que dans l'Antiquité, la philosophie n'était que pratique. La philosophie était aussi une théorie théorique. Non, parce que ça ne sert à rien. Parce que le propos, il est. Alors peut-être que des psychanalystes, des analystes, vous diraient oui, c'est bon de mettre sur le papier des choses, etc., de mettre ses pensées sur le papier, c'est très bon, c'est positif, très ça. Peut-être. Le propos des Upomenata, tel que c'est pratiqué dans l'Antiquité, c'est de se dire sur le carnet, j'écris des choses qui ne sont pas de moi. Je peux mettre une ou deux pensées qui est de moi, effectivement, si ça peut m'aider. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir avec moi des citations, des recueils, des exemples, des extraits de textes, etc., qui vont justement m'aider quand je vais les relire. Donc le principe même est effectivement la relecture de ça. La relecture en permanence. Il faut bien comprendre que l'exercice spirituel, il y a avant tout l'exercice. Il y a avant tout l'exercice. Et ce n'est pas simple. On ne ressort pas de la salle ou d'une conférence ou de la fin de la lecture d'un livre en ayant évidemment compris ou en étant philosophe. Ça passe par l'exercice. L'exercice, c'est prendre son carnet, le relire en permanence, relire ce qui a été écrit par d'autres, etc., en permanence. Alors, le point sur les animaux que je cite à un moment donné, c'est plutôt sur les prendre en tant qu'exemple. Les animaux, ils sont à prendre en tant qu'exemple dans la philosophie cynique. Hein. Je ne dis pas qu'il faut se conformer aux animaux. Je dis que selon les cyniques, il y a effectivement quelque chose à regarder qui est intéressant puisqu'ils ont besoin de très peu de besoins. Mais ce n'est pas une conversation avec les animaux. Ce que je disais tout à l'heure, c'était ça, c'est de se dire les animaux peuvent être un exemple de comportement. En fait, c'est les cyniques, hein, c'est Diogène qu'on appelait le chien, hein, c'est son surnom, tout simplement parce que voilà, il dit nous n'avons jamais besoin de verre de telle ou telle façon pour boire ou pour manger, un seul récipient suffit. Et regardez le chien ce qu'il fait, lui, il arrive à se contenter de très peu de choses, donc je dois me conformer au chien. On l'appelait le chien. Diogène, on l'appelait le chien, et il se faisait appeler comme ça pour deux raisons. La première, c'est qu'il voulait se conformer effectivement à ce que faisaient les chiens, c'est-à-dire que voilà, je peux manger de cette façon-là, je peux boire de cette façon-là, je peux faire l'amour en public, c'est ce qu'il a fait, et je peux également mordre. Et en pouvant mordre, il s'amusait comme ça à dire, même Alexandre le Grand, je peux l'attaquer, etc., etc. Donc pour lui, c'est plutôt des comportements à observer chez les animaux, en particulier le chien, plutôt qu'une conversation avec eux. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. C'est parce que mon véritable problème, hein, que ce soit dans ma thèse, que ce soit dans les ouvrages que j'écris ou quoi que ce soit, c'est de dire, c'est quoi les problèmes qui m'empêchent de vivre? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre aujourd'hui? Ça m'empêche de vivre, on est comme tout le monde, parce qu'il y a un embouteillage sur le périphérique,
Et comment est-ce que je peux l'appréhender? Bon, ça c'est la façon la plus simple. Mais le problème, il n'est pas que là. Le problème, il est sur les mots vis-à-vis des autres. C'est dans mon dialogue avec les autres. C'est dans les conflits que l'on peut avoir. C'est le fait que les autres ne font pas exactement ce que je veux en permanence, etc. Donc mon problème, il est véritablement quotidien. Et il est quotidien dans la relation avec les autres. Et dans la relation avec les autres, ou tels que les autres, évidemment, vont me compter. Donc, je ne peux pas répondre sur cette question des animaux en tant que tel. Oui, vous faites bien, c'est un manque, parce que le besoin de philosopher est à la base de la philosophie. Vous avez parfaitement raison. Après, je prends ce raccourci tout simplement parce que je le présuppose, tout simplement. Et ça me paraît une telle évidence, mais vous avez raison de le préciser, vous avez raison de le souligner, parce que ça me paraît une telle évidence que le monde et les individus sont en souffrance, je mets tout ça entre guillemets évidemment, et tout est relatif évidemment, mais que le besoin de philosopher, il existe depuis que la philosophie est philosophie, c'est-à-dire à travers l'étonnement. C'est bien l'étonnement qui est à l'origine de la philosophie. Aristote le dit clairement dans la métaphysique, mais on peut le voir évidemment même chez Homère ou quoi que ce soit, c'est le fait qu'on s'étonne des choses. L'étonnement, pourquoi il y a, dans la métaphysique, Aristote le décrit très clairement en disant pourquoi est-ce qu'il y a du soleil, pourquoi est-ce qu'il y a la terre, pourquoi est-ce qu'il y a des intempéries, pourquoi il y a tout un tas de choses qui est autour de moi, et surtout, maintenant que je suis étonné, qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que je fais le fait d'être étonné? Pour résoudre le problème, j'ai besoin de me mettre à philosopher. J'ai besoin de me mettre à philosopher, c'est-à-dire à accepter les choses telles qu'elles sont, à les comprendre, à les disséquer, etc. etc. Donc il y a un besoin spontané au fond des individus qui est à philosopher. Et du coup, et vous avez raison de le préciser, j'en oublie presque de souligner ça, alors que c'est du besoin que va devenir la nécessité. Je dis il faut parce que de toute façon, nous en avons besoin. Absolument. On peut dire que vivre l'instant du carpe diem, vivre l'instant présent et vivre pleinement l'instant présent est le mieux possible. Mais je ne crois pas à ça pour la raison simple, c'est que dans ces cas-là, il faut se mettre à fumer, quoi. Faut arrêter de dire qu'il faut arrêter de fumer. Que les gens fument, après tout, s'ils prennent du bon plaisir à ce moment-là, il n'y a pas de raison d'arrêter de fumer. Donc l'instant présent est quelque chose de très complexe. Vivre l'instant présent va nous obliger à ne pas aller travailler le matin. Hein. Et pourtant, sans travail, ou en tout cas plus exactement sans activité, on ne va pas faire grand-chose. Et vous savez également que le fait de parfois multiplier les efforts va permettre aussi d'acquérir quelque chose de bien. Donc le carpe diem tel que je l'entends n'exclut pas l'effort, n'exclut pas les situations où oui, je pense qu'il faut s'arrêter de fumer. Et je pense que c'est difficile d'arrêter de fumer. Parce que, et pourquoi? Parce que effectivement nous aurons évidemment de meilleurs, on respirera mieux probablement, je ne suis pas fumeur, mais on respirera mieux probablement, on se sentira en meilleure forme, etc. Donc l'instant présent, il est complexe, parce qu'il n'est évidemment pas sur l'instant en tant que tel. Et cette complexité de l'instant présent, qui est parfaitement dit, il a été popularisé par le cercle des poètes disparus, il est parfaitement compris dans le cercle des poètes disparus, mais la compréhension ensuite de l'instant présent est complexe. Il faut revoir ce film, on le voit très nettement, vous connaissez tous ce film, où il y a Robin Williams, et il est devant quand il le prononce la première fois, il est devant la grille, devant la vitrine, avec tous les prix qu'ont eu au football américain, pas au football américain, mais au baseball, quelque chose comme ça, au cricket, je ne sais plus le sport en tant que tel, peut-être le baseball. Et il est en train de leur montrer que le carpe diem, que vivre l'instant présent, ce n'est pas celui dans lequel ils sont tout de suite, les étudiants. Mais c'est celui qui a traversé les âges en permanence et que toute cette lignée, depuis les ancêtres qu'ils sont en train de voir jusqu'à eux maintenant, ils ont vécu l'instant présent. Mais il n'est pas en train de dire « vivez l'instant présent maintenant et partez des cours ». Et on voit bien, il y en a qui se suicident. On voit bien toute cette difficulté-là. Donc l'instant présent est quelque chose de complexe à accéder, de vivre l'instant présent. Je pense que tout comme les orthodoxes, ce sont des pensées importantes à lire. Enfin, les Pères du désert ont été une très très grande source de mes travaux, tout comme la philokalie par exemple, toutes les notions de prière du cœur, etc. Je crois que ce sont d'excellentes sources et qu'il faut les lire.
En même temps, je reste très pondéré, ça reste aussi avec une volonté de divin. Il y a aussi une volonté de divin. Or, et c'est ce que je dis par exemple dans la lecture, je crois qu'il faut lire et s'imprégner de ce genre de texte, mais la visée des exercices spirituels n'est pas une visée divine, elle est une visée de soi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les lire, au contraire, et j'en conviens que toutes ces techniques-là sont très très proches. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont inspirés des philosophes antiques, hein. C'est pour ça que c'est si proche, et pourquoi oui, je suis parfaitement d'accord. Euh, je crois tout simplement comme d'autres penseurs le font, hein. C'est-à-dire que la psychanalyse n'est qu'une source, prend entièrement sa source pardon, de la philosophie antique. Euh, tous les psychanalystes se sont tous inspirés de la philosophie antique. Bon voilà, Antiphon qui avait son cabinet de philosophie, qui faisait payer les consultations. La talking cure de Freud vient évidemment de tout un courant, et pour ça, donc, je vous invite à lire Freud et les philosophes, par exemple, qui est l'ouvrage de référence, celui également de Jean Anouilh sur les exercices spirituels et la psychanalyse. Hein. C'est-à-dire que tout ce courant-là existe de façon très claire. Le fait que la psychanalyse apporte d'autres dimensions, ou dimensions complémentaires à la philosophie, certainement, il n'empêche que tout ce que l'on peut lire de façon très technique, à savoir le fait de s'allonger, le fait de parler, le fait d'avoir des séances, le fait d'aller dans un lieu, le fait de se référer à quelqu'un, l'ensemble de ces éléments-là existent dans la philosophie antique, de façon très claire, très déterminée. Scientifiquement, ça existe dans l'Antiquité. Donc je n'en parle pas, si ce n'est que pour moi, la psychanalyse est une réception des exercices spirituels antiques.